Tu vis en couple, tu n'es pas au début, tu es dans une relation installée depuis un moment, ça veut dire qu'il y a quasiment pas d'euphorie, tu es dans la vraie vie, le quotidien, les responsabilités, les envies, les pas envies, les fatigues, les galères, les prises de tête, et un jour, et la question tombe, elle est peut-être tombée tout récemment, et tu tombes à pic, c'est de savoir est-ce que je suis encore amoureux ou amoureuse. Tu l'as peut-être pas dit à haute voix parce que tu crains ce qu'elle pourrait déclencher, parce que tu te demandes si le simple fait d'y penser ne veut pas dire que tu n'es peut-être pas amoureux ou amoureuse et que tu as peur de faire face à la réponse. Parce que tu te sens aussi un peu coupable de peut-être pas ressentir les mêmes choses qu'avant, comme s'il eût fallu ressentir exactement telle ou telle émotion, tel ou tel sentiment. C'est précisément là que commence ce temps de réflexion aujourd'hui. On va reconstruire ce que tu crois être quand on est amoureux. On va voir ce que l'amour devient quand il s'installe. On va distinguer l'amour, l'attachement et la dépendance. Te donner une vraie grille d'évaluation pour faire le point sur la question. Comment savoir si je suis amoureux ou amoureuse. Te montrer quand un doute est normal et quand il dit autre chose. Et te proposer un protocole à la fin de cet enregistrement pour retrouver la clarté. Allez, on y va. Quand tu te demandes est-ce que je suis encore amoureux ou amoureuse, tu compares presque toujours ton état actuel à ce que tu as vécu au début de ta relation. Tu compares la stabilité d'aujourd'hui à l'ivresse, la chaleur, la température, l'excitation d'hier. Et tu compares une relation à construire avec un feu d'artifice biologique. Et forcément, ça crée une confusion, ça crée un décalage, ça crée des interrogations, de la culpabilité, du malaise. Parce qu'au début d'une histoire, tout est amplifié. Tu ressens le frisson énorme, permanent, tu penses à l'autre sans arrêt, le moindre message devient un chute d'euphorie, l'absence crée une sorte de manque délicieux, mais un manque quand même, et tu appelles ça de l'amour. Mais scientifiquement, ce n'est pas de l'amour. C'est un état neurochimique qui est extraordinaire, puissant, que ton cerveau déclenche pour te lier le plus vite possible et le plus fort possible à quelqu'un. Cet état n'a jamais été conçu pour durer, jamais. Ce qui se passe vraiment dans ton corps au début, c'est que quand tu rencontres quelqu'un qui te plaît, ton cerveau se transforme en une sorte de laboratoire en ébullition. Il sécrète de la dopamine en quantité considérable, tu te mets à anticiper, à fantasmer, à vibrer à la moindre interaction. Il sécrète de la noradrénaline, un neurotransmetteur, ça te coupe l'appétit, ça accélère ton cœur, ça t'empêche de dormir. Il sécrète de l'adrénaline qui te donne l'impression d'être invincible, prêt à tout. Tu vois le monde beaucoup plus sous d'autres couleurs, d'autres formes. Tu te vois, toi, sous d'autres dimensions avec une capacité d'engagement puissante. Et ta sécrétion de sérotonine chute brutalement parce que tu rentres dans un état obsessionnel. C'est une étude de Marazzi qui le précise bien. Tu verras la note dans la retranscription de cet enregistrement. Et là, il y a aussi l'ocytocine qui est l'hormone du bonheur, comme on l'appelle couramment, parce que c'est l'hormone de l'attachement. Elle t'apaise, elle te lie, elle t'attache. Et puis, il y a la vasopressine qui renforce le désir de proximité durable, et je m'arrête là pour la suite de ces éléments qui explosent en toi, cette ébullition dont j'ai parlé au début. C'est un cocktail que les neuroscientifiques appellent la phase d'attraction ou bien l'état amoureux précoce. On peut le trouver dans les travaux de Fisher, de Aaron et de Brown et d'autres. Autrement dit, c'est un booster biologique destiné à t'accrocher rapidement et efficacement à quelqu'un. C'est un mécanisme de survie, c'est pas une preuve d'amour. Donc si tu utilises ce moment-là comme référence pour décider si tu es amoureux aujourd'hui, tu compares une étincelle chimique à un feu que l'on construit avec le temps, avec patience. Combien de temps dure réellement tout ce phénomène biochimique ? En moyenne, ça dure entre 12 et 24 mois, parfois moins, rarement plus. C'est pas un problème, c'est une protection de l'organisme. En réalité, ton cerveau ne peut pas rester en hyperstimulation très longtemps sans s'épuiser. Il va être contraint de s'arrêter pour ne pas abîmer l'immunité, donc la défense, on va dire, du système interne de ton corps et d'autres fonctionnements nécessaires. Donc il va baisser le volume progressivement
dès qu'il a la conviction d'être attaché, en fait, on rappelle que l'objectif est un attachement rapide et puissant, dès que c'est acquis, on va commencer à baisser le volume. À ce moment-là, beaucoup le vivent comme une chute en se disant, mais en fait, ça m'inquiète, ça me surprend, j'étais très attaché, etc. Ils le vivent comme une déstabilisation, mais tout va bien, on est dans la voie normale de ces phénomènes biochimiques. Et là, tu crois que ton amour s'effondre, mais non. En réalité, ton cerveau change simplement de phase pour entrer dans une autre étape nécessaire à ton équilibre, à ton rééquilibre, parce qu'on pourrait dire que cette phase d'attraction ou d'état amoureux précoce est une forme de déséquilibre biochimique où il y aura une sorte d'emphase colossale sur un sujet, une préoccupation du moment, qui ne peut pas être l'objet d'une préoccupation dans le temps. Sinon, on est véritablement en danger. Donc, tu passes de la fusion à la construction. Et la construction, c'est beaucoup plus long. C'est beaucoup moins fun. C'est beaucoup moins excitant. Tu ne deviens pas moins amoureux en réalité. Tu deviens amoureux autrement. Je pourrais même dire que tu entres dans le véritable amour, dans le terrain de l'amour qui, lui, passe forcément par un chantier. Tu as compris que l'explosion biochimique qui passe par le cocktail que nous avons mentionné, avec les sécrétions de neurotransmetteurs, hormones et neuromédiateurs, en fait, c'est une explosion. Une explosion ne peut pas durer longtemps. C'est un déséquilibre du système, même s'il n'est pas malsain, mais dans un but précis. Dès que le but a été atteint, il est tout à fait normal qu'on retrouve l'équilibre qu'on appelle l'homéostasie. Tu deviens donc amoureux autrement. Donc du coup, c'est un piège de t'appuyer sur ces sensations relatives à ces sécrétions hormonales. Si tu prends l'intensité du début comme baromètre, dès que ton énergie baisse, tu doutes. Dès que la routine arrive, tu paniques. Dès que l'émotion se calme, tu interprètes ça comme un désamour et parfois certains vont chercher ailleurs, dans d'autres relations ou dans des activités parallèles qui peuvent être des addictions, quelles qu'elles soient, dans tous les domaines d'ailleurs, des excitants de manière à revivre la sécrétion du cocktail biochimique dont on a parlé tout à l'heure. Donc dès que tu ne ressens plus l'excitation, tu te demandes si tu es avec la bonne personne. Eh bien non, tu peux faire une bonne pause et comprendre que c'est une question abusive, une question prématurée et mal orientée. Parce que dès que tu veux ressentir à nouveau cette explosion biochimique, tu te mets en danger parce qu'il suffit de rencontrer quelqu'un d'autre pour rebooter artificiellement ce cocktail neurochimique, parfois même d'artificiellement, pendant un temps, aller créer une tension, une pulsion, un problème, un conflit de manière à revivre des sécrétions biochimiques qui ressemblent à ce cocktail dont nous avons parlé tout à l'heure. Et là, beaucoup de gens se perdent. Ils quittent des relations solides pour revivre la chimie du début et sans savoir qu'en fait, ils vont vivre la chimie du début. À chaque fois, ils vont recommencer une relation. Mais en fait, ils peuvent pas s'installer pendant 20 ans, allez, 15 ans, même pas 10 ans, 8 ans, 7 ans. Tu veux combien? 7 ans, 8 ans? Ce n'est pas possible. Alors, ils quittent une relation solide et puis ils se retrouvent sur le carreau sans comprendre que cette chimie a disparu légitimement. C'est une manière de confondre intensité et profondeur. Ou bien excitation et attachement. Ou encore chimie du début et amour installé, profond, durable. Je pourrais dire que la chimie du début a pour objet de nous permettre, comme pour un jet ski, d'aller très vite à la surface de l'eau pour atteindre un objectif. Donc on consomme beaucoup d'énergie, ça fait beaucoup de bruit, et puis dès qu'on a atteint la cible, on n'est pas bien, parce que sur un jet ski, on s'installe pas, on fait pas la vie, quoi. Mieux vaut un paquebot. C'est beaucoup plus long au démarrage, c'est beaucoup plus lent, mais quand on est lancé, on rentre dans une dynamique durable. Tu préfères jet ski ou paquebot, genre bateau de croisière? Parce qu'en général, quand on veut construire un couple pendant 7, 8, 15, 20 ou 30 ans, on est plutôt à investir dans un bateau de croisière. Ça coûte bien plus cher qu'un jet ski. Ça consomme beaucoup moins qu'un jet ski. Ça va beaucoup moins vite qu'un jet ski. Sur le moment, quand je dis ça consomme moins, c'est au même kilomètre, sur 2 ou 3 kilomètres, même si on ne parle pas de kilomètres en mer. Ne confondons pas les choses pour ne pas nous faire mal. Après l'euphorie et une forme d'excitation dont on a parlé, la science parle du démarrage d'un amour
qui commence à naître en réalité. C'est comme si il y avait la fleur sur un arbre, mais un arbre ne porte pas de fleurs ad vitam aeternam. Il porte des fleurs, il porte des fruits, donne naissance à d'autres, mais tu vois que le temps de portage des fruits est beaucoup plus long que le temps de portage de fleurs. Parce que la fleur annonce le fruit. La fleur, c'est comme l'explosion émotionnelle dont on a parlé tout à l'heure. Quand le fruit apparaît, c'est plus stable, plus calme, plus profond et porteur des germes de la vie à venir. Les chercheurs appellent cette phase qui suit l'euphorie l'amour compagnon. On peut le trouver dans les travaux de Hatfield et Walster, Sternberg, Gottman d'ailleurs. C'est plus la charge, la décharge hormonale énorme de tout à l'heure avec les hormones et les neuromédiateurs, neurotransmetteurs. C'est une intimité qui se pose. On est dans le soutien, la sécurité, la construction, l'engagement libre. C'est l'amour qui s'enracine, l'amour qui se choisit, qui se crée, qui se détermine. Je dirais l'amour résolu. C'est pour ça que j'aime bien déterminer. La résolution. C'est l'amour dans lequel on s'engage. Tout à l'heure, j'ai parlé de chantier. Je reviens sur cette même idée de chantier. Et à ce moment-là, une question devient essentielle. Est-ce que j'ai arrêté d'aimer ? C'est là qu'on commence à se poser cette question. Mais on a bien dit qu'on est dans une autre forme d'amour, dans un amour compagnon, dans un amour d'investissement, dans lequel on va s'installer dans le temps. Donc si on se pose la question, est-ce que j'ai arrêté d'aimer ? La réponse vient vite. Pas la négative, non. Ou est-ce que j'ai arrêté de ressentir la biologie du début ? La réponse vient vite. Oui. Parce que si tu fais reposer ton couple sur la chimie, tu ne pourras jamais rester amoureux longtemps de la même personne. Mais si tu fais reposer ton couple sur la connaissance de toi, sur la présence, la responsabilité, l'ouverture, l'engagement, là, tu construis un amour qui dépasse de loin ce que la biologie peut produire ou en tout cas décrire. Être amoureux, après 5, 10 ou 20 ans, ça n'a rien de spectaculaire en fait. C'est pas Hollywood, c'est vrai. Parce que ça n'a rien de spectaculaire, c'est profond. Ça ne fait pas de vagues, ça ne fait pas de bruit. Ça avance comme un paquebot sur l'eau. Tranquille. C'est parfois calme, c'est parfois doux, ça peut être tumultueux en fonction de la météo, ça peut être rugueux, mais c'est toujours vivant. Et dans un couple installé, être amoureux, c'est sentir que l'autre élargit ta vie, même quand il ne la rend pas plus facile. Tu as le sentiment de progresser, d'être remis en question, d'être renvoyé vers toi. Être amoureux, c'est aussi pouvoir être toi, sans masque. Plus besoin de se cacher, de masquer ses vulnérabilités, d'essayer de faire montre d'eux. On n'a plus besoin de séduire, de faire fort, de frimer, de se la péter. Être amoureux, c'est aussi continuer à te projeter, pas par habitude, mais parce que tu as choisi de le faire. C'est un désir de ouf, c'est fort, c'est brûlant. Donc tu veux continuer à te projeter. C'est vouloir que l'autre réussisse même quand tu es fatigué. On va soutenir. Et puis se ressentir qu'à deux, ta vie a plus de sens que si tu vis seul. J'insiste sur le sens. Tu vois ? Rien à voir avec la passion. Rien à voir avec l'obsession. C'est ce que certains chercheurs appellent l'amour compagnon, comme je disais tout à l'heure, ou l'expansion de soi. Relation dans laquelle, quand on va être avec l'autre ou dans l'interaction à l'autre, tu deviens quelqu'un de plus large grâce à la relation. Alors pose-toi cette question. Est-ce que cette relation t'agrandit ou te rétrécit ? Est-ce que tu as le sentiment de te déployer, de te développer ou de t'étriquer, de te restreindre ? Ça, c'est une question beaucoup plus pertinente que de savoir est-ce que tu aimes ou est-ce que tu n'aimes pas. Est-ce que je suis encore amoureux ? Beaucoup de gens pensent qu'ils sont amoureux alors qu'ils sont juste attachés. Et je t'ai dit qu'on allait faire la distinction entre l'amour, l'attachement et la dépendance. On y vient maintenant. D'autres pensent qu'ils ne sont plus amoureux alors qu'ils sont simplement dans un cycle normal. Il faut distinguer 3 choses. Donc l'amour, l'attachement, la dépendance. L'amour élargit. L'amour te donne envie de devenir plus vrai, plus entier, plus aligné, plus grand, comme j'ai dit tout à l'heure, avec moins d'envie de se protéger, et donc sentir une aptitude à se montrer vulnérable. L'attachement, quant à lui, rassure. C'est normal, c'est sain, c'est nécessaire. On a besoin de s'attacher en tant qu'humain, même si dans bien des philosophies comme le bouddhisme, on incite à ne pas s'attacher. Mais c'est pas une preuve d'amour, l'attachement, en fait. Tu peux être
très attaché à quelqu'un qui ne te convient plus. Et c'est là que peuvent arriver justement les relations dans lesquelles on est en couple avec quelqu'un qui a fait usage de perversion narcissique, donc vraiment quelque chose qui est assez fort. On sait que ça ne nous convient pas, mais comme on est attaché, on ne veut pas se détacher. Et donc on glisse sur la troisième dimension, qui peut être la dépendance, qui elle enferme. Tu restes parce que tu as peur. Peur du vide, peur de la solitude, peur de perdre ton repère, peur du regard des autres. Et voilà la phrase que je veux que tu retiennes. Ce que tu prends parfois pour de l'amour, c'est juste la peur de perdre ton anesthésiant émotionnel. Ce que tu prends parfois pour de l'amour, c'est la peur de perdre ton anesthésiant émotionnel. Certains parlent carrément de drogue. Alors pour avancer, arrête d'interpréter ce que tu ressens. On ne doit pas interroger les sentiments, les émotions. Regarde ce que ta relation te fait vivre. Et là, on va interroger une autre dimension. Et on va se rapprocher vraiment de l'action, de l'observation de ce que je fais, dis. Et on va regarder cette fameuse grille pour savoir où tu en es vraiment, comme je l'ai annoncé dès le début. Donc voici des questions qui ne mesurent pas ton émotion, mais ton engagement réel, donc ta volonté d'aimer, d'agir avec résolution, détermination. Tu te rappelles de ces deux mots que j'ai employés tout à l'heure. J'ai 7 questions que je te propose. Est-ce que je veux encore le bien de l'autre, même quand il me déçoit ? Est-ce que je peux être vrai ou est-ce que je joue un rôle ? Est-ce que je grandis grâce à cette relation ? Est-ce que je choisis de rester ou est-ce que je reste par peur ? Est-ce que je me projette parce que j'ai envie ou parce que c'est confortable ? Est-ce que cette relation nourrit mes besoins essentiels ? Et enfin, dernière question, est-ce que je suis vivant dans ce lien ou est-ce que je suis anesthésié ? Ne cherche pas une réponse immédiate à ces questions. Prends le temps de les noter, peut-être tu peux revenir dans l'écoute, les écrire sur ton cahier de vie si tu as un cahier de vie, sur un papier libre si tu n'en as pas, et puis laisse infuser, laisse agir, prends le temps de mûrir, ne te précipite pas pour répondre. Parce que tu peux avoir le sentiment de ne pas grandir grâce à la relation, alors qu'en réalité tu grandis parce que ton partenaire, dans ses choix, fait qu'il ne se plie pas à ce que tu voudrais et que par conséquent, grâce à ça, tu découvres l'importance d'intégrer l'acceptation. Mais il est possible que tu ne sois pas en mesure de te rendre compte que tu as besoin de travailler sur l'acceptation. C'est la raison pour laquelle je te propose de prendre le temps de laisser infuser ces questions et d'y réfléchir, je dirais même plusieurs jours. Il y a 7 questions, tu peux te dire, tiens, je prends une question par jour. Et je prends le temps pendant toute la journée de réfléchir à cette question. Est-ce que je veux encore le bien de l'autre, même quand il me déçoit ? Voilà, ça c'est ma question d'aujourd'hui, vendredi. Et puis demain, je prendrai une autre question. Et après-demain, etc. D'accord ? Pour vraiment prendre le temps. Et tu peux même revenir après avoir déjà répondu à une question en laissant de la place sur ton cahier de vie pour aller remettre les éléments qui te viennent en te disant « Ah oui, j'avais pas, pour la question numéro 6, j'avais pas pensé à cet aspect-là, je vais le rajouter. » D'accord ? Il peut t'arriver de douter. Et je t'ai dit tout à l'heure qu'on va pouvoir s'arrêter sur le doute pour savoir s'il est normal ou quand il révèle quelque chose d'intéressant, un vrai problème, autre chose. Sache que d'abord, tous les couples traversent des périodes de doute. Quand ils sont fatigués, il y a de la routine, il y a de la surcharge mentale, de la pression professionnelle, des tensions, des conflits. C'est donc pas un problème de douter. Douter n'est pas un problème. Je le redis parce que combien de couples me disent je doute de mon partenaire, ça veut dire qu'il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. Mon partenaire doute de l'amour qu'il a pour moi ou de sa volonté de rester avec moi, ça n'est pas un problème. C'est excellent, c'est une excellente question. Comme on le dit dans la religion, douter, c'est ouvrir des portes vers des questionnements pour mieux se positionner. Donc c'est pas un problème en soi. On va voir ce que ça donne en résultante. Mais douter, bienvenue. Je préfère utiliser au premier degré le bénéfice du doute plutôt que de considérer que le doute est un problème. Et c'est aussi important, intéressant et peut-être même aidant de se dire que le doute va venir de manière cyclique. J'aurai des assurances, et puis des préoccupations, des doutes, des questions, donc des réponses, et je repars avec des assurances, et ce cycle-là est tout à fait pertinent. Mais il y a des doutes qui ne sont pas émotionnels, ce sont des doutes qui sont structurels. Par exemple, tu ne te sens pas respecté. Oui, non. Tu n'es plus entendu quand tu parles à ton partenaire.
tu t'effaces pour préserver la paix, ou tu adaptes ta personnalité pour éviter le conflit, ou bien tu ne te reconnais plus. Là, nous sommes sur des doutes qui ne sont pas émotionnels, mais structurels. Tu constates les faits. Dans ces cas-là, la question n'est pas est-ce que je suis encore amoureux de mon partenaire? La vraie question est, cette relation est-elle en phase avec l'amour que j'ai à donner, avec ce que je veux, moi, résolument investir dans ma relation conjugale? S'il est donc question de doute, c'est plutôt pour savoir si la direction, le sens de ce que tu es en train de vivre dans ta relation conjugale fait encore sens pour toi. Si tu te rends compte qu'il n'y a plus sens parce que tu restes pour rester, ou tu fais ce qu'il te dit parce que tu veux obéir, ou que tu veux le faire parce qu'il t'a dit de le faire, tu sens qu'il y a un problème. Ton partenaire n'est pas ton chef, ton patron, ton maître ou je ne sais pas quoi. Donc, quand tu fais quelque chose, fais-le pour toi-même. Il y a un podcast qui s'intitule « Ne faites jamais un choix pour faire plaisir à votre conjoint ». Jamais. Donc, quand il y a des doutes de cette nature, des doutes structurels, là, on va être dans le bénéfice du doute, mais au sens allégorique du terme. D'accord ? Comme promis, un mini protocole pour retrouver de la clarté dans la question comment savoir si je suis amoureux ou amoureuse. Eh bien, je vais te proposer de faire ça pendant une 30aine de jours et vraiment de le faire par écrit parce que je ne veux pas que tu te fies à on va dire ta mémoire, même si elle est éléphantesque, que tu te dises je vais travailler sur l'écrit parce que je veux me faire confiance en réalité. Plutôt que de me retrouver au bout de 30 jours à douter en me disant mais qu'est-ce que j'avais mis à cette question? Quel était l'événement? Je ne me souviens plus bien. Donc là, on va travailler par écrit pendant 30 jours. Pendant 30 jours, tu vas faire 3 choses. Première chose, observer tes comportements. Pas tes émotions, tes comportements. Où va ton énergie? Quels sont les gestes que tu répètes? Quelles sont tes intentions de départ? Est-ce que c'est par amour? Est-ce que c'est par peur? Est-ce que c'est pour te renier? Est-ce que c'est pour éviter un conflit? Ou est-ce que c'est pour... Tu observes tes comportements. Deuxième chose que tu vas faire, c'est planifier une conversation avec ton partenaire. Je vais l'appeler une conversation vulnérable. Même si elle est courte. 10 minutes. C'est pas l'objet de régler un problème, mais de décrire ce que tu vis. Et ainsi de voir ce qui se déplace en toi quand tu en parles, ta capacité à déverrouiller et à glisser facilement vers le naturel, en te laissant aller, on va dire, dans le laisser aller, ou ta nécessité de tirer sur les rênes, d'appuyer sur le frein et de mettre la main sur le frein à main en même temps. Donc l'idée, c'est de t'observer toi aussi. D'où cette conversation de vulnérabilité. Faites-le à un moment où vous êtes en forme, pas crevé, etc. D'accord ? C'est vraiment important. Troisième chose que tu vas faire dans les 30 jours, c'est de créer ensemble une micro-expérience qui n'aura rien à voir avec ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Une petite chose, quelque chose qui va changer le rythme et qui ouvre une fenêtre sur un horizon nouveau. La nouveauté, ça réactive souvent la vérité des sentiments. Donc vous pouvez faire quelque chose, vous partez, une escapade, je ne sais pas quoi, vous dormez dans le salon, dans le jardin, vous faites garder les enfants, vous allez je ne sais où, dormez au grenier, comme vous voulez, mais faire une expérience nouvelle. Une néo-expérience, micro-expérience. Ça, c'est vraiment important. Puis à la fin des 30 jours, pose-toi la vraie question. Est-ce que je choisis d'aimer cette personne ici et maintenant, en conscience? Parce que l'amour dans un couple, c'est pas un ressenti. À la fin de ces 30 jours, avec ce mini-protocole pour retrouver la clarté, tu as des éléments pour t'amener à répondre à la question. J'ai bien dit, est-ce que je choisis d'aimer cette personne jusqu'à la fin de mes jours? Je ne demande pas ça. Et en plus, je ne suis même pas favorable à cet engagement jusqu'à la fin de nos jours. Ma question, c'est, est-ce que je choisis d'aimer cette personne ici, maintenant, en conscience? C'est pas un jour peut-être. Donc je veux que tu répondes à maintenant, à la fin des 30 jours. Tenant compte de ce que j'ai observé et noté pendant ces 30 jours, de notre rencontre de vulnérabilité, de l'expérience qu'on a faite ensemble, je vais pouvoir répondre à la question. Je dis ça au singulier, mais tu peux faire planifier plusieurs rencontres vulnérables, parce que si vous n'avez pas l'habitude de le faire, il est possible que la première se passe pas très bien. Donc vous pouvez pendant 30 jours en faire 4, par exemple, une fois par semaine. Et puis tu peux créer plusieurs micro-néo-expériences, pas forcément qu'une, mais qu'à la fin des 30 jours, tu seras en mesure de répondre à la question. Est-ce que je choisis d'aimer cette personne ici et maintenant,
et en conscience. Et là, ne botte pas en touche. Tu réponds à la fin des 30 jours. Et avant de te laisser, je voudrais que tu te remémores, peut-être même que tu l'écrives pour t'en souvenir, que aimer, c'est la décision d'enclencher un mouvement. C'est pas de ressentir quoi que ce soit. C'est la décision d'enclencher un mouvement et de convertir ce mouvement en action. Ça s'appelle s'engager. Mais je voudrais que tu déplaces l'idée de l'engagement. Oublie ça. C'est pour ça que je t'ai demandé de ici et maintenant. Est-ce que ici et maintenant, je veux déclencher un mouvement et le convertir en action vers mon partenaire, pour mon partenaire et pour moi, ou pour moi et mon partenaire? Je voudrais vraiment que tu puisses répondre à ça, parce qu'en réalité, cette question de ici et maintenant, en conscience, tu vas te la poser dans 30 jours, puis dans 31 jours, dans 32 jours, 33 jours, 60 jours, 90 jours, 100 jours, 300 jours, 800 jours, 900 jours, etc. Tu as compris que c'est une question que tu vas emporter avec toi pendant des dizaines d'années.